Pierre, Pierre Plantard qui est là, et donc, pardon de dire que je l'ai connu en quasi-barboteuse, puisque c'était il y a pas très longtemps quand même, hein, finalement, et il était doctorant à Rennes, c'est ça, doctorant à Rennes déjà sur ces questions, puisqu'en fait, je veux dire que Pierre est complètement préfigurant, et c'est l'un des importateurs, ou le premier importateur des systèmes d'intelligence artificielle en computer vision en France. Donc voilà, aujourd'hui ça va être là-dessus, et la question qu'on va essayer de voir, c'est de se rencontrer deux choses, qui sont d'une part les responsabilités, j'allais dire, de toute structure professionnelle, publique ou privée, employeur ou autre, ce qu'on appelle le people risk management, qui est outre-Atlantique, mais ça ne va pas nous tarder à tout tomber dessus aussi, en train de monter de façon tout à fait importante sur les risques qui sont liés aux gens, au personnel, aux structures. Et vous imaginez bien que toutes les tendances actuelles, j'allais dire sociales et sociétales, la première est la pénurie d'emploi, les difficultés de compétences ou autres, rendent la ressource humaine d'autant plus précieuse. Donc voilà, et nous on est de notre côté organisateur, donc on est le cercle d'entreprise de santé avec mon cher président qui est là, donc il compte pas dans le public, mais heureusement donc, que vous êtes là. Et donc moi-même, Jean-Marie Levem, Jacques Nouvel, là, on a monté ce cercle il y a maintenant un certain temps, 2006, là, donc ouais, justement à un moment, alors vous tous étiez encore plus en barboteuse, mais à un moment où les préoccupations essentielles des entreprises étaient peut-être sur la sécurité, les trois quarts avec une culture industrielle majoritaire, mais pas sur la santé. Et donc voilà, ça c'est notre ligne de fond, et donc comment est-ce qu'on peut faire et prévoir là-dessus, et voilà, alors, est-ce que ça va marcher? Voilà. Et donc, juste pour vous dire, au cas où vous embêteriez pendant ces 3 jours, c'est qu'on a tout un cycle sur le pilotage des risques professionnels, avec cette certitude maintenant, c'est que l'avenir du pilotage des risques professionnels sera nécessairement à la celui de la mesure et de l'objectivation, on sera data-driven, ou bien n'existera pas. Et donc, on a 4 conférences là-dessus, donc vous voyez la même brochette d'intervenants, mais peut-être seulement en but, tiens, ça c'est rare, mais voilà. Donc, l'avenir, attendez, donc bon, ça c'est moi, cercle d'entreprise de santé, juste pour vous présenter en 2 minutes. Donc on a monté ça en 2006 avec un objectif qui est de regarder, d'ausculter ce qu'est la transformation du travail et la transformation de la relation au travail. Avec en gros 2 activités, l'une qui est, je dirais, tous les mois, on réunit nos membres, donc c'est le cadre d'entreprise, les services interentreprises de santé au travail, pour écouter à la fois une grande voix et ausculter ce qu'est l'avenir de cette relation. Par exemple, pour vous donner toute la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine, notre réunion de novembre sera consacrée, par exemple, à un retour d'expérience un peu de nos membres sur les plateformes d'offres de soins en santé-travail, et particulièrement santé mentale, puisqu'en ce moment c'est très à la mode. Est-ce que ça vaut on peut faire confiance. En décembre, on aura un autre truc qui sera, alors là, complètement conjoncturel, mais très important, sur les questions de pénibilité qui nous sont chères et qui risquent de devenir chères pour tout le monde. Là aussi, c'est de regarder comment, d'ailleurs, dans le budget d'ailleurs 2025 qui va théoriquement être voté en ce moment, quelles sont les orientations qui sont prises là-dessus. Voilà, ça c'est nous. Et voilà nos lignes. Mais surtout, c'est la prévention. Et là, c'est aussi que le basculement, j'allais dire, qui est lieu depuis 20 ans, c'est qu'on était beaucoup sur la réparation. Maintenant, compte tenu de la rareté, de la cherté de la main-d'œuvre, et de la difficulté, c'est plutôt la prévention. Et notre raison, c'est ça, santé globale. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont plus envie d'être saucissonnés avec ça, c'est dans le périmètre des risques professionnels, ça c'est en dehors des heures de bureau, de l'industrie, donc ça ne regarde pas. Ça c'est fini, les gens ne veulent plus ça, et les gars. Et donc sont beaucoup plus pour la santé globale, ce qui, j'allais dire, pour les institutions sanitaires, un très très gros problème, parce qu'ils ont l'habitude, il y a les hôpitaux qui s'occupent de vous dans les 12 millions de bus qui tous les ans passent à l'hosto, plus les autres, donc ce qui sont les données hospitalières qui ne se mélangent pas. Il y a les données de votre médecin de ville, tout ça c'est de la pathologie d'ailleurs, on en reparlera, et vous avez un peu les données de santé au travail, très réglementaires, de façon classique. Ça ne marche plus, les gens ne veulent plus de ça. Et donc, voilà, ce qui pose d'ailleurs un très grand souci,
classiquement, les entreprises sont sur la performance économique, voilà, c'est ça qui est recherché. Et de plus en plus, et alors on est complètement tous tombés dedans, j'allais dire il y a 4 ans avec la crise Covid, c'est que les enjeux de santé publique et d'intérêt général sont complètement dedans. Par exemple, le fait d'être touché par les épidémies, donc c'est ça notre truc, et avec encore l'innovation et les data. Donc pour vous dire, dans notre cycle de 4, ce matin, je vous le dis parce qu'on aura un replay de tout. Ce matin, on était sur les données synthétiques, qui sont un truc qui va révolutionner là aussi en conception d'ensemble. Et aujourd'hui, donc sur cet après-midi avec Pierre sur le people risk et computer vision, la façon dont ça transforme complètement la gestion des risques et de la pénibilité. Et vous savez, peut-être, si vous ne savez pas, je vous le dis comme dirait l'autre, c'est que le terme de pénibilité, que la France a créé d'ailleurs il y a quelques années, a été complètement chassé, était en train, on va pas remplacer, d'être chassé du code du travail et remplacé par les risques ergonomiques. Qui veut dire, on ne rien dire d'ailleurs, enfin c'est comme ça. Donc tout ça est très très sensible. On en a 2 autres, si vous pouvez être là demain. Un autre, même genre d'approche, toujours terrain, on est toujours terrain. C'est comment ça bouge. Et pour vous dire les choses sans être méchant pour les Parisiens, on a, au début, quand on a démarré notre truc, notamment sur ces attaques terrain, sur le futur, on s'est dit qu'il fallait voir les grands groupes, les institutions, le ministère du Travail, le ministère de la Santé, toutes les couches supérieures, non pas de l'épiderme, mais de l'épiderme institutionnel. Et, voilà. Et en fait, je vais vous dire, les vraies avancées qu'on voit, Pierre, il est de... Ouais, voilà. J'ai trouvé des filles, pardon d'être un peu sexiste, j'ai trouvé des filles absolument géniales en Occitanie, avec un fonctionnement qui avançait sur ces questions-là de façon tout à fait proche. Donc, on regarde les data de terrain. Et puis, l'autre question qui sera finale ensuite, c'est sur le fait qu'on ne peut plus parler de crise maintenant parce qu'on est tout le temps en crise. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer du côté du management? Donc, voilà la rencontre de nos 2 concepts, le people risk et il y a computer vision. Il y a computer vision, tu l'expliqueras mieux que moi, mais en gros, moi j'ai regardé avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est l'un des grands organismes de marketing international, qui s'appelle Gartner, et qui en gros situe la computer vision dans l'IA. C'est à peu près un quart. Et alors, c'est donc un quart du chiffre d'affaires qui se chiffre en centaines de milliards, ça serait pas mal, mais en gros, vous le connaissez sûrement pour d'autres trucs, il y a tout ce qui est, par exemple, il fait hurler beaucoup, mais c'est là, les systèmes de reconnaissance faciale, qui marchent exactement par ça, vous avez les systèmes de surveillance des locaux, vous avez beaucoup de choses, et là, ce qu'on va regarder, c'est vraiment ce qui est appliqué au risque professionnel. Et ça, c'est vraiment 2 tendances. Je vous parle du people risk aussi, pas pour rien, parce que ça dépend de vos responsabilités, mais on voit que de plus en plus, les gens qui sont à HSE, qui s'occupent de sécurité, sont de plus en plus interrogés, interviewés, voire plus, par les directions financières ou par les directions de RSE, en leur demandant, et c'est la grande tendance mondiale, c'est au-delà des performances financières des entreprises, on demande quelles sont les autres performances, et notamment les performances RSE. Et donc, voilà en gros ce que c'est notre people risk. Alors, d'un côté, vous avez, et je parle pas souvent, hein, les gens des risques financiers, éventuellement des RH ou des RSE. De l'autre côté, les opérationnels, donc côté HSE, sécurité, santé, et les opérationnels. Ceux qui de temps en temps font un lien, mais seulement de temps en temps, c'est plutôt dans les grosses boîtes, innovation et compliance de ce côté-là. Et il faut bien le faire, oui, parce que, en gros, normalement, on va avoir un petit moratoire, mais théoriquement, au 1er janvier 2025, toutes les entreprises, y compris de moins de 250 salariés, étaient ou sont censées donner des données justement sur la façon dont ils protègent les gens. Et voilà. Donc ça, je vous mets pour une mémoire, mais c'est important parce que vous avez d'un côté, puis vous avez en gros une lutte que vous connaissez sur d'autres domaines entre l'Europe, donc qui a sorti fin 2022, c'était applicable en fait depuis l'année 2023 pour une très grosse structure, on appelle la CSRD, et qui est en gros la Corporate Sustainability Reporting Directive, et qui en gros reprend la façon dont il faut
donner des informations sur ce qu'on fait sur les gens, en milieu social. Et puis vous avez une autre tendance qui est plus anglo-saxonne, qui à mon avis vient de venir parce qu'elle est très opérationnelle, et qui considère les risques opérationnels, donc les risques de l'activité de l'entreprise, que ce soit les risques machines, que ce soit tout ce qu'on veut, et qui peuvent entraver à la fois la performance et en même temps les mettre en risque judiciaire, puisqu'on a toujours les deux. Et là-dedans, les gens, les people, c'est au cœur du truc, parce que, en gros, pénurie de ressources souvent, même si on rentre peut-être dans des périodes globalement de chômage, on a un gros problème d'adéquation de la ressource humaine et des compétences. Voilà. Donc, le people risk, c'est là. Le contexte, c'est un peu les deux visuels que je vous ai mis de ce côté-là. C'est un gros problème de pénurie de marché de l'emploi, avec des pénuries de main-d'œuvre, ou bien des pénuries de compétences, ou bien des adaptations de compétences, des demandes des gens. Alors là, ça nous voit typiquement avec le télétravail, même si c'est pas dans ton truc, mais complètement monté avec les gens veulent retourner au bureau, veulent retourner à l'entreprise, demande de santé et de bien-être vachement plus important. Et donc, tout ça, c'est le people risk. C'est les aspects humains de la gestion des risques, c'est les risques RH, et sont pour nous les risques HSE dans les risques opérationnels, avec tout ce qui est lié aux personnes, tout ce qui est lié, j'allais dire, aux facteurs humains, qui a été sous boisseau pendant très très longtemps, notamment dans l'organisation, puisque j'ai mis en petit, même si c'est pas là-dedans, mais c'est très lourd, ce sont tout ce qu'on appelle les comportements inadéquats. Ça veut dire, effectivement, se foutre complètement de la sécurité, pour soi, mais surtout mettre en danger les autres. Ça peut être aussi, alors tout ce qui est cyber et autres est mis en risque de ce côté-là. Donc, voilà, nos enjeux concrets des TMS et des risques professionnels, c'est ce qu'on appelle, puisqu'il y a peu, puisque c'était jusqu'à la loi retraite, donc quand on se demande comment elle va être détricotée ou pas, les risques de pénibilité, qui sont devenus, alors ils n'ont pas encore tout chassé parce que pour le coup, ils ne peuvent pas utiliser l'intelligence artificielle pour lifter ce qu'il y a dans le travail. Donc, ils sont majoritairement été remplacés par des risques ergonomiques ou des facteurs ergonomiques de risque. Démerdez-vous avec ça pour savoir ce qu'il y a dedans. En gros, c'est ça. Et qui, très concrètement, sont liés aux risques posturaux pour les métiers physiques. Et là, c'est ce que Pierre va vous expliquer, c'est que ce sont vraiment les premiers risques professionnels. C'est aussi le premier facteur de risque du coût pour les risques professionnels en entreprise, et toujours les risques de pénurie, de formation, d'absentéisme et autres qui sont liés à ces questions. Alors voilà, moi, je vais te laisser la parole si tu veux bien là maintenant. Donc comment IA Computer Vision peuvent être, et concrètement sur le terrain, encore une fois, on n'est pas sur les pisciques de mercure, mais vraiment sur ce qui se fait concrètement sur le terrain, une réponse à ces types de besoins. Et voilà. Toi, donc, Thérèse Appette. Merci. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Alors, rapidement, je vais me présenter. Donc, Pierre Plantard. Je suis le cofondateur et président de Nouvelle-Si. Donc, nous, on est une structure qui développe des solutions donc, basées computer vision et IA au service de la prévention des TMS. Alors, juste rapidement, un peu de contexte, mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Donc, les TMS, c'est la première maladie professionnelle en France. C'est la première cause aussi d'incapacité de travail. Bien sûr, ça ne se limite pas au secteur et au géographique français, mais également dans tous les pays du monde, et notamment, par exemple, quelques KPI sur les États-Unis, avec près de 40% des accidents du travail sont induits par les TMS, qui représentent des millions d'employés qui sont arrêtés chaque année pour un coût de près de 17 milliards de dollars par an en coût direct pour le seul pays des États-Unis. Je t'arrête pour dire que c'est vachement important ce que Pierre est en train de dire, de regarder à l'international ce qui se passe. Parce qu'on est toujours enrhumé en France, on a une protection sociale qui est telle que c'est toujours tous pour l'absentéisme, machin, et donc voilà. Mais quand vous regardez dans les pays qui verront complètement ce que sont les coûts et la réalité de l'absentéisme qui est liée aux pathologies de type TMS
je citerai par parenthèse aussi celles qui montent tout autant qui sont des pathologies mentales. Dans ce type de cycle, ça veut dire qu'il y a vraiment problème. Il y a vraiment problème. Donc, je vais me donner aussi un tant qu'à faire. On va se permettre, ça va me permettre de mieux vous présenter ce slide. Du coup, alors, l'objectif ici, c'est de parler de l'apport de l'IA, notamment sur la partie computer vision, pour la maîtrise des risques professionnels. Alors, rapidement, pour définir ce que c'est que l'IA, donc l'IA, ça veut tout et rien dire, ça englobe énormément de choses. À l'intérieur de l'IA, on va avoir tout ce qui va être apprentissage machine, apprentissage dit profond, donc tout ce qui va être création de modèles pour pouvoir faire une tâche complexe de façon totalement automatisée par une machine. Et à l'intérieur de ça, les données d'entrée de ces modèles peuvent être des données visuelles qui vont permettre derrière de pouvoir faire ressortir des estimations. Dans notre cas, les estimations, ça va être des mouvements qui vont être détectés directement dans l'image par le modèle qui aura appris sur un ensemble énorme de données d'exemple pour pouvoir le faire de façon automatisée. Et tout ça va permettre par la suite de pouvoir estimer les risques de troubles musculo-squelettiques qui vont être associés à ces postures et mouvements. L'intérêt de ces technologies-là et pourquoi elles sont employées de plus en plus dans les entreprises, c'est qu'on va être vraiment sur un usage très peu invasif pour la production, pour l'opérateur. Donc on ne va pas avoir de problématiques de bord de capteurs qui pourraient contraindre le mouvement et gêner la production avec des calibrations lourdes et autres. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir une technologie qui soit la plus simple d'utilisation, parce que l'enjeu vraiment en opération, c'est de pouvoir être le plus efficace possible, le plus rapide possible, parce que sortir quelqu'un de ligne, ça peut être compliqué, ça c'est un coût. Donc tout ce qu'on pourra faire pour faciliter l'usage de l'analyse, notamment des risques de TMS, sera un bénéfice certain. Le deuxième, c'est... Alors, encore une fois, j'en profite pour compléter ça, c'est que là, l'une des grosses difficultés de l'intégration des technologies, c'est ce qu'on appelle l'acceptabilité. Et donc, c'est effectivement que quand les mecs, enfin, les mecs, c'est pareil, ils ont des capteurs collés un peu partout, ou autres, ils se rappellent constamment qu'ils sont surveillés, ça les gratte, enfin bref. Alors, donc, en termes d'acceptabilité, c'est un énorme problème. Et le deuxième point qui est important aussi, c'est le côté maîtrisé du coup de ces technologies-là. On va être sur des technologies qui vont être totalement numériques, donc qui vont pouvoir être beaucoup plus facilement déployables. Donc forcément, on va pouvoir déployer la technologie sur un ensemble d'usines, sur des territoires géographiques forcément potentiellement très éloignés. Et donc on va vraiment avoir une maîtrise des coûts pour l'entreprise de l'injection de ces technologies-là au sein de sa réalité opérationnelle. Derrière, alors pourquoi c'est intéressant aussi, c'est qu'on va augmenter l'objectivation et la fiabilité des mesures qui vont être faites, notamment sur les paramètres posturaux. Il faut savoir que traditionnellement, on va prendre une photo, on va essayer d'estimer les angles articulaires, adapter ça, rentrer ça dans des méthodes ergonomiques. La problématique, c'est que ça va être donc un recueil de données subjectives soumis à interprétation, qui peut être aussi poser problème en termes de neutralité en fonction de qui est le commanditaire de l'évaluation ergonomique. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Et qui est essentiel, parce que effectivement, ces biais de subjectivation, on les trouve, j'allais dire, dans les deux sens, parce qu'il y aura ceux qui veulent vous faire plaisir en vous disant il y a un matos qui me va très bien, donc tout va très bien à la parking, et en fait, ils ne sont pas du tout à l'aise, ou au contraire. Et donc ça, je veux dire, pour l'expérience, et pour tous les gens dans ce métier d'intégrer dans les questions concrètes, les seules interviews, c'est bien sympa et c'est bien utile, mais c'est complètement tracé de subjectivité. L'intérêt de ce jeu, c'est de pouvoir, justement, et d'ailleurs, à contrario, éventuellement, de pouvoir détecter ce que sont les problèmes perso de quelqu'un, s'il n'est pas, à la limite, dans le type des murs classique des autres. Donc là, ça permet aussi une appréciation dans les deux sens. C'est important, notamment quand on va devoir solliciter donc, des investissements par la suite pour aménager les postes de travail, d'avoir des données objectives sur lesquelles se baser. Ça m'amène au deuxième point, la donnée, la consistance de la donnée qui va apporter des indicateurs et va rassurer l'investissement, notamment en permettant de le comparer avec une situation par rapport à une autre, et donc d'avoir vraiment la possibilité d'avoir un gain qui soit chiffré. La consistance des données, ce qui est vraiment fondamental là-dedans, c'est que traditionnellement, on avait beaucoup de difficultés à recueillir de la data. Donc on avait de la data en nombre très limité.
Un exemple concret, quand on prenait une photo, on estimait le risque à un instant T, sauf qu'en fait, tout ce qui se passait avant la mesure, après la mesure, sur l'ensemble du temps de cycle, ne pouvait pas être mesuré. Et derrière, on n'avait pas cette durée d'exposition qui est un facteur très important au niveau bioméca sur l'apparition d'un risque de TMS. Donc la consistance et la solidité de la donnée, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et derrière cette donnée, ça va nous permettre de pouvoir la piloter. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va augmenter notre capacité de récolte de données et derrière de pouvoir piloter cette démarche, prioriser nos actions et surtout valider nos actions et voir en fait la diminution globale par un pilotage beaucoup plus simplifié grâce à l'IA et au computer vision. Donc ça a une utilité aussi bien pour les personnes de terrain qui vont avoir une capacité plus grande de réaliser des mesures donc sur le terrain sans difficulté et autres, mais également pour les responsables qui vont avoir un accès à des reporting et à des KPI qui va leur permettre de pouvoir vraiment améliorer, prendre des décisions plus facilement. Et tout ça va être vraiment drivé par, premièrement, l'automatisation. Donc là, c'est vraiment à l'instant, ce qu'on arrive à avoir, c'est cette automatisation, ce gain de temps et cette fiabilité des données. Et plus loin, et à partir des années 2020, on commence à voir ressentir de la prédictivité. Comment on va aller plus loin que juste une optimisation de modèles existants. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour la suite. Là, je vais vous présenter à l'heure actuelle deux exemples de cas d'usage qui ont été utilisés par nos clients pour améliorer leur prévention progression des risques dans différents secteurs. Sur le premier, c'était donc une entreprise sous-traitant automobile qui utilisait la technologie computer vision, notamment pour pouvoir améliorer les évaluations. Donc traditionnellement, ils utilisaient des outils subjectifs qui étaient très fastidieux, très longs. Ils n'arrivaient pas à faire remonter les données qui étaient demandées par les responsables. Et donc derrière, l'utilisation de la solution leur a permis de diviser par 7 le temps pour faire une étude, ce qui leur a permis de démultiplier le nombre d'études, de faire grossir le nombre de data, surtout d'avoir des data de meilleure qualité avec d'autres facteurs comme le temps d'exposition et autres. Et donc ça a permis de diviser par 7 le temps de l'évaluation. Quelque chose qui est aussi intéressant pour ce type d'acteurs, c'est qu'ils n'ont pas malheureusement un ergonome parisien et ils ont besoin de relais locaux. Et les relais locaux sont fondamentaux pour pouvoir démultiplier les mesures et démultiplier du coup les actions de prévention. Et donc là, l'idée aussi de la solution et de la technologie de computer vision, c'est de simplifier les usages. On n'a plus besoin d'être formé à l'anatomie pour pouvoir détecter une flexion, une antépulsion, une rotation, une pronosupination, c'est que les termes techniques que je peux employer de par mon background, mais dans l'idée, c'est vraiment de rendre plus accessible cette mesure pour quelqu'un qui m'a vachement enrichi. Mon deuxième exemple, c'est sur de l'agroalimentaire. Donc là, on est plutôt sur un objectif qui était de pouvoir valider un aménagement de poste. Et en gros, la difficulté qu'on avait, c'était de pouvoir valider l'investissement des responsables et des parties prenantes pour aménager un poste de travail qui était remonté comme quelque chose de sollicitant. Donc on a fait une première analyse, enfin les clients ont fait une première analyse, parce que ils ont les solutions et l'objectif c'est surtout que ce soit eux les acteurs de leur prévention. Donc il faut une première analyse qui leur permet aussi de démontrer que le risque est bien présent et derrière de proposer un aménagement et de le valider et de voir en fait l'impact. Donc là on avait une réduction de 36% du risque, ce qui était très intéressant et très important, ce qui a permis en fait de faire valider l'aménagement et donc l'injection de moyens pour arranger ce poste-là. Et le KPI global qui était intéressant, c'est que derrière, ça a permis de diminuer 50% l'accidentologie sur l'ensemble de la ligne qui a été aménagée. Je peux poser une question? Bien sûr. Merci. C'est sur les... en gros, qui sont les interlocuteurs qui ont été associés à la démarche? Parce qu'on voit là qu'en plus, il y a eu une association ou des opérateurs ou des pilotages ou autres à la démarche. Comment ça a réagi? Comment, sur les différents interlocuteurs qu'on peut avoir finalement dans une boîte, comment ça a été pris? Comment ils ont intégré les choses et qu'est-ce qu'ils en ont fait derrière? Alors on voit, là c'est direct le choix d'investissement, mais aussi autrement. De toute façon, un projet de prévention des TMS, ça se fait à plusieurs. C'est important de créer un comité de pilotage qui permette de pouvoir être plusieurs dans la boucle et d'avoir cette
cette décision collégiale. Ce qui a été intéressant et ce qui a été vraiment impactant pour eux, c'est qu'il puisse y avoir aussi bien des opérateurs que des personnes responsables dans ce groupe de travail, qui a permis de mettre en lumière le risque actuel et donc de pouvoir faire remonter et valider cet investissement. Et par la suite, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois qu'on a l'investissement, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut surtout valider auprès des opérateurs que l'investissement et que l'aménagement de poste, il est pérenne, il est opérationnel auprès des opérateurs, mais également auprès de la direction de s'assurer qu'on a une diminution effective du risque et qui ne s'est pas déporté sur un autre facteur de risque, sur une autre articulation. Ça, c'est très important. Et derrière, tout ça, drivé par la data, permet de faciliter énormément les choix qui sont faits par ces comités de pilotage. Et si on continue dans la question, pardon, là, mais quels enseignements, j'allais dire, peut-être aussi dans ton amour précédent de mobile, quels enseignements ils ont pu en tirer, je dirais, sur, là c'est un peu de perception, hein, justement sur l'utilisation des data, l'aide que ça leur apportait, là ce sont vraiment des, on voit bien le double impact à la fois sur les personnes, sur l'adaptation finalement de leur comportement quotidien et sur l'investissement. Comment tu les sens sur l'évolution de leurs besoins en vie de data Alors, je pense ce type d'intervention. Les entreprises, ça va vraiment dépendre de la maturité de l'entreprise. Un projet d'IA, un projet de computer vision, même aussi simple que ça demande quand même d'une préparation en amont. Il faut que les gens soient conscients des données qui vont être fournies. Il faut derrière qu'il y ait des actions qui soient mises en place, qu'il y ait des pilotes. Et vraiment, voilà, c'est comme un il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. C'est super important pour la réussite et la pérennité de ce type de technologie-là. Et c'est pour ça que ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait un accompagnement. Si les entreprises sont pas suffisamment matures, il faut pouvoir les accompagner. C'est pour nous quelque chose de super important, parce que sinon, elles vont avoir un petit effet waouh. On peut avoir, par exemple, on en parle souvent avec les exosquelettes, mais quand on intègre pas correctement l'exosquelette, on est content, on a mis un exosquelette, et il est au placard. Une technologie d'IA, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une démarche d'intégration et il faut que tous les acteurs et les parties prenantes soient concernés pour que l'usage de cette technologie-là soit pérenne. Et derrière, une fois que tout le monde est concerné, en fait, la donnée va vous permettre de faire remonter beaucoup plus facilement, visuellement, les impacts et autres, et surtout de pouvoir suivre ce qu'on reste, notamment chez Forvia, dans l'industrie automobile, avec un héritage très germanique et d'avoir des choses très carrées et très chiffrées. Donc pour eux, c'est un vrai gain, parce que derrière, c'est un gain de temps, mais c'est surtout un gain aussi de solidité et de consistance de données. Et du coup, alors là, je vais vous présenter un peu l'état actuel de ce qu'on peut retrouver sur le marché au niveau de l'évaluation ergonomique. Voilà. Il faut savoir que l'IA, c'est un domaine qui est en pleine évolution, et notamment dans des secteurs comme l'ergonomie. Je suis issu de la recherche, notamment de ces titres de l'ENS 22 et de l'INRIA. Et derrière, on a cette volonté d'aller un peu plus loin, parce que c'est intéressant de pouvoir optimiser la partie posturale et les risques posturaux. Maintenant, ce qui va être important, c'est que sur les risques biomécaniques, il y a également les efforts. Comment on fait pour mesurer les efforts? Ça, c'est un vrai sujet. Le sujet que nous, on aborde via nos partenaires en recherche et développement, c'est comment, à partir de la vision, on pourrait estimer les efforts articulaires, sans devoir repartir sur des capteurs qui sont complètement... Qui sont très longs. Mais ça, c'est un truc très important. Vous en êtes tous, et qui dans ces trois-là ou d'autres est particulièrement, je veux dire, non seulement intéressé, mais moteur. Et si je peux me permettre positif, parce que je ne citerai personne, quand je ne les citerai pas, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment Covid. Donc, moment Covid, avec les énormes problèmes de la première vague, notamment de tous les malades, un peu le moment, puisqu'en gros, on avait surtout des obèses qui étaient complètement atteints, et où les infirmières et autres avaient des tonnes à retourner tout le temps. Et donc, je ne citerai personne, ils ont fait appel à deux laboratoires extrêmement renommés pour savoir quels étaient les exosquelettes
qui était une bonne idée, globalement à l'époque, qui aurait pu être adapté. Et donc ils ont fait un laboratoire plein d'études, sauf qu'ils sont complètement bourrés, et le truc était pas du tout, c'est des défauts de choix, des défauts de pertinence dans le choix. Donc bon, la recherche est de temps en temps se planter, mais là ils sont vraiment plantés grave. Et donc, la question, par contre, très triviale, dans ce que tu connais, c'est quoi les bons qui sont en avance là-dessus? Alors vraiment, là où il y a les plus avancés, donc forcément, c'est des Américains, l'université de Stanford. Stanford, ils ont un laboratoire en human factor et engineering qui est très avancé, notamment ils développent des solutions qui sont déjà... Stanford Regarde. Ouais, c'est vraiment des très bons. Nous, chez nous, on n'est pas non plus en reste. En France, Cocorico. Donc là, sur l'INRIA aussi, on a pas mal de... L'INRIA est à côté de chez vous? Ouais, l'INRIA de Rennes. Moi, je fais un peu ma pub, hein. Mais à l'INRIA de Rennes, donc là, nous, on a financé une thèse donc, avec ces partenaires-là sur ces sujets d'estimation posturale. On a des résultats prometteurs dans la lignée des résultats Stanford. Donc on est plutôt satisfait. Ça reste encore de la R&D. Nous, notre métier chez Movetti, c'est de les intégrer. Mais une fois qu'ils seront suffisamment matures, mais en tout cas, il y a de bonnes voies sur pouvoir estimer les efforts. Et ça, c'est super important. Je prends le cas, par exemple, d'un maroquinier de luxe, où il va y avoir très peu de mouvements, mais par contre des sollicitations qui vont être en fait isométriques, sans mouvement associé. Et ça, comment on fait pour les mesurer? Il faut être capable d'avoir un modèle qui soit suffisamment précis et suffisamment puissant pour pouvoir mesurer ces contraintes-là, parce que c'est des contraintes qui peuvent arriver au niveau des trapèzes, qui sont importantes. Et avec le mouvement seul, on n'y arrivera pas. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller vers ce type de... Et là, ça avance, par exemple, sur l'exemple des Lidon, ça commence à se mettre à avoir un peu des idées de trucs qui pourraient... Alors, à date, ce qu'on fait sur ces cas particuliers, c'est qu'on s'associe avec des entreprises qui proposent des EMG, donc des électromyographes, permettant d'estimer ces contraintes musculaires. Et donc d'associer le postural et le musculaire. Mais l'idée, c'est de pouvoir rendre ça accessible aux utilisateurs finaux. Nous, c'est vraiment notre objectif. Donc derrière, pour nous, la vision le permettra à terme de par sa simplicité. Et là, vraiment, on est dans le futur proche. Et enfin, sur la data et notamment l'IA, on va avoir pas mal de cas d'usage qui vont se développer au fur et à mesure, des avancées, des modèles qui vont être réalisés. Si on est capable de mesurer les efforts, si on est capable de mesurer les postures, et si on est capable en fait d'entraîner un modèle à par exemple déterminer des indicateurs qui soient plus cohérents tels que la fatigue, l'usure, des choses comme ça, ça va nous permettre de pouvoir ouvrir à des cas d'usage qui vont être très intéressants. Les cas d'usage, ça peut être l'optimisation des modes opératoires. Quand on construit une ligne, on construit un mode opératoire, mais ce mode opératoire, il peut être contraignant au début, à la fin, comment on arrive à équilibrer ce mode opératoire pour le rendre le moins contraignant au maximum, et ça, on peut l'anticiper via les simulations et donc via l'IA. Ça va permettre de driver les formations sur les postes de travail et bien sûr les process. Par exemple, les durées de process. Ça, c'est intéressant parce que si on arrive à déterminer la fatigue d'un process, on sait que ce process-là, on ne peut pas le faire évoluer à plus de 30 minutes, par exemple. Tu peux le faire pour les nuls et illustrer ton process, par exemple, un exemple. Pour faire pour Illustrer pour les nuls. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi, c'était un générique de liberté, je n'ai pas compris très bien ce que c'était le truc Des process, en gros, l'idée derrière ça, c'est de se dire si on arrive à déterminer la fatigue, la quantité de fatigue d'un geste, d'une opération. C'est pas la fatigue du process, c'est la fatigue du mec sur le process. Exactement. Et du coup, ça va permettre de pouvoir l'équilibrer dans son mode opératoire. Et donc, d'équilibrer tout ça. Ça va un petit peu sur la possibilité d'équilibrer les lignes de production. Donc, de pouvoir utiliser les rotations de postes. Il y a des postes qui sont plus sollicitants pour certaines articulations, pour certains muscles. Et derrière, de pouvoir avoir un équilibrage des lignes de production permet de compenser la charge sur la journée, sur la semaine de travail de l'opérateur. On travaille avec un client qui fait des avions, pour ne pas le citer, sur cette problématique d'équilibrage de ligne qui est très importante chez eux parce qu'ils ont des temps de cycle de 2 jours. Donc forcément, ça peut être assez contraignant.
Derrière, ça peut être aussi l'utilisation d'IA pour aider au retour à l'emploi. Donc créer en fait des modèles qui permettent de faire un lien avec une accidentologie, une pathologie, pour pouvoir sélectionner les postes qui seraient les moins à risque sur les articulations qui sont déjà lésées. Donc là, on est plutôt sur la prévention tertiaire, mais c'est important aussi de la prendre en compte. Et enfin, de pouvoir proposer directement un premier niveau d'aménagement. Donc il y a de plus en plus d'IA qui commencent à sortir et qui commencent à proposer des recommandations. Donc c'est intéressant, mais je pense personnellement que si on se base que sur le postural, on ne va pas aller très très loin. Et en fait, l'IA va vous proposer des solutions qui vont en fait être logiques pour vous et qui ne vont pas vous apporter une plus-value importante. Mais pour moi, si on arrive à aller sur d'autres indicateurs organisationnels, efforts et autres, on va pouvoir faire ressortir des vraies recommandations qui auront de plus en plus de sens. Bien que il faut toujours tempérer, pas que de la sphère biomécanique, et il faut aussi pouvoir regarder tout ce qui se passe autour, l'organisation, le psychosocial, l'environnemental et autres. Et plus on aura de la data, plus nos modèles seront prédictifs et seront intéressants. Et du coup, sur la conclusion, on peut faire un rapide, alors je ne sais pas. Il est 5h06, on a encore 10 minutes, oui. Et moi j'ai plein de choses à dire, mais vous aussi, donc... Ça marche. Du coup, sur la conclusion, c'est juste pour rappeler rapidement, il y a à date sur les process de prévention des TMS, on va être sur principalement de la vision par ordinateur, qui alimente un modèle d'apprentissage qui permet d'estimer les mouvements et les postures au cours du temps, sans devoir poser de capteurs complémentaires. Permet de pouvoir mesurer les risques via des méthodologies existantes, Oula, REPA, NIOSH, 509 et tous leurs collègues. Derrière, l'intérêt va être le côté non contraignant, facilité d'usage, donc ça va permettre de s'ouvrir aux préventeurs, aux HSE, à tous les corps de métier qui ont ces missions-là et qui n'ont pas forcément une formation poussée en biomécanique ou autre, et un coût maîtrisé pour l'entreprise. Ça, c'est très important parce que ça va permettre d'être un vecteur d'acceptation des technologies auprès des entreprises. Donc, comme je le disais, à l'heure actuelle, on est sur un outil d'optimisation, un outil qui va permettre un gain de temps, une précision et une objectivité supérieure, qui va permettre aussi de personnaliser l'analyse, notamment en s'adaptant en fait, à toutes les tailles de personnes, les morphologies. On va permettre d'optimiser et de personnaliser l'analyse pour pouvoir avoir une analyse de risque qui peut être par opérateur. Et demain, vraiment l'objectif d'améliorer la prédiction. Donc là, on passe sur, OK, on a des modèles existants pour 30 ans. Maintenant, comment on va plus loin pour améliorer la prédiction et derrière apporter des recommandations qui soient basées sur les datas de terrain directement issues du client. Et ça, c'est le vrai challenge à l'heure actuelle, encore dans les cartons de la R&D, et qui sont vraiment des sujets, les sujets auteurs dans notre secteur d'activité et qui permettra aussi de pouvoir se connecter à d'autres secteurs de l'entreprise. On peut parler des ingénieurs méthodes qui créent les process, mais également des RH sur les problématiques d'accidentologie, de turnover et autres. Et il y a des IA de plus en plus performantes, notamment en IA générative, qui permettent d'agréger l'ensemble de ces données-là et de faire ressortir des trends. Pour l'instant, ça reste que des trends, mais par la suite, on pourra peut-être avoir des prédictions qui soient multifactorielles et surtout basées sur une multitude de données issues des différents corps de métiers de l'entreprise. Et voilà, j'ai fini. La partie échange et la partie question. Je sais que vous avez beaucoup de réactions, mais j'ai plein de questions vous sur. Est-ce que ça modifie un peu la perception que vous avez à la fois de l'IA et de type de possibilités? Parce qu'en ce moment, tout le monde est obsédé, je dirais, par les LLM, les ChatGPT et autres, sur lesquels ils sont tous comme la Vérole, pardon, sur le papier de Breton, mais par ailleurs aussi là-dessus, sans voir que les avancées sont sur d'autres choses. Et là, par exemple, sur la computer vision, une réaction de votre part, ouais, allez, merci. Alors, le micro par là. Bon, ouais. Déjà, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Moi, justement, votre vision justement de l'utilisation de la computer vision pour l'avenir, elle est très très intéressante. Alors,
pour donner un contexte, je suis préventrice responsable de sécurité. Donc, moi, c'est un outil que je pourrais très bien utiliser dans les ateliers, en agroalimentaire, en l'occurrence. Mais c'est vrai que c'est un peu les réflexions qu'on a abordées. C'est l'IA, voilà, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut en faire, on ne sait pas trop vers où on va. Et il y a aussi cette question de la donnée. Vous avez parlé du retour après une pathologie, après un accident, etc. On part un peu sur le santé. On sait que ça peut amener beaucoup de choses, mais il y a quand même voilà, cette frontière de est-ce qu'on peut utiliser ces données santé pour améliorer le poste de la personne, ou est-ce qu'on est sur des données sensibles et on est limité justement sur ce point-là? C'est une très très bonne question. Il faut savoir que sur les données, on va dire de type ergonomique, elles sont nécessaires de respecter la RGPD, ce qui fait qu'en fait toutes les données sont anonymisées. Sur les données de santé, cette fois-ci, c'est pour ça d'ailleurs, ce n'est pas encore sorti chez différents personnes proposant ces solutions-là, c'est que c'est quelque chose de très sensible. C'est en fait au modèle d'être en capacité de pouvoir totalement anonymiser ces données-là du client. Et à date, c'est encore trop sensible pour pouvoir faire ressortir les données, on va dire, de pathologie issues du RH pour pouvoir les mettre dans des modèles. Mais ça va venir au fur et à mesure, dans le sens où on va avoir les possibilités d'anonymiser ces données-là et en fait d'avoir une vision qui soit purement orientée sur le poste de travail. Et en fait, le lien entre l'opérateur et le poste de travail doit être détaché pour se centrer sur l'accidentologie du poste de travail. Là, ça permet de préserver l'anonymat des personnes physiques et donc la RGPD. Mais ça reste, si on va vers cette aide au retour à l'emploi qui a un besoin énorme, hein, clairement, malheureusement, on est sur de la prévention tertiaire, mais la plupart des entreprises sont plutôt sur cette prévention tertiaire. L'intérêt est vraiment de protéger les données. C'est pour ça que c'est très important quand on veut intégrer l'IA, de bien s'assurer que les fournisseurs de cette IA-là, ce qu'ils font des données, comment elles sont traitées, comment elles sont anonymisées, est-ce qu'elles respectent les réglementations. Ça, c'est des choses qui sont très importantes et c'est pour ça que nous, en tant que fournisseurs d'IA, on accompagne nos clients aussi dans cette culture et cette nécessité d'avoir ces informations sensibles qui peuvent être un go, no go pour l'entreprise. C'est des choses qui sont totalement, pour moi, intégrées maintenant dans l'IA. Il faut faire attention et il y a des garde-fous à mettre en place. Est-ce que la computer vision permet d'adapter le travail à l'homme? Est-ce qu'elle permet aussi d'adapter l'homme? Si la computer vision, elle permet d'adapter le travail à l'homme. Est-ce qu'elle permet aussi d'adapter l'homme au travail? De voir de quelle formation on a besoin, de quels sont les types de personnes plus adaptées à ça que d'autres. Est-ce qu'il y a une dimension dans ce sens-là? Alors, traditionnellement, on adapte le poste et l'activité à l'humain. C'est important. Donc on va regarder le risque de TMS au poste de travail, indépendamment de la personne. Maintenant, la computer vision et l'IA peuvent être utilisés aussi sur d'autres aspects, comme la formation. Nous, on l'utilise beaucoup en formation parce que c'est des outils qui sont très intéressants. On travaille notamment dans l'agroalimentaire. On est rennais, donc dans l'agro, c'est quelque chose qui nous parle. On travaille avec une entreprise pour développer des modules de formation qui intègrent l'analyse des risques. Donc en comparant par exemple un geste expert d'un geste apprenant, en regardant où sont les différences au niveau ambulatoire et gestuel pour pouvoir essayer de déterminer des critères de réussite d'une formation, mais qui soient complètement contextuels à l'activité et à la tâche qui est réalisée. Donc on le fait par exemple sur de la découpe avec des types de découpe bien particulières. Et ça, c'est des axes pour moi qui sont assez prometteurs. Mais l'idée est vraiment de pouvoir essayer de mieux former, parce que c'est là où on a le meilleur levier. C'est si on forme bien, alors il n'y a pas de bon geste, il faut savoir, hein, mais si on peut essayer d'avoir un geste qui est le moins de contraintes au niveau de cette formation, bah là on aura tout gagné parce qu'on est vraiment sur de la prévention primaire cette fois-ci.
C'est là aussi, je peux mettre, on aime bien dire, c'est que c'est pas un vendeur fou. Donc il a la pudeur, il a le recul du chercheur. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ce qui me frappe par rapport à d'autres qui disent ça y est, moi je vais tout vous faire développer le truc. Là, c'est. On est dans le vieil arbitrage, donc il y a un facteur en plus dans le vieil arbitrage sur lequel on est en France et sur lequel, je vais dire, nos administrations sont un peu telles l'un de Buridan, incapables de choisir, avec il y a un énorme besoin de données pour savoir en gros, comment évoluent les métiers, quels sont effectivement les attentes, énorme besoin de données. Et de l'autre côté, un mouvement qui est au moins aussi fort, qui est pour l'instant plus fort, qui est la trouille. C'est-à-dire la peur de l'utilisation, de la perte de confidentialité, de qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, nous on parle de l'univers santé travail, mais on a la même chose, j'allais dire presque en pire, sur les données personnelles et les données confidentielles, le santé là. Avec quelque chose qui est en train de bouger complètement, c'est pour ça que c'est bien que vous regardiez ailleurs, et que vous regardiez, je veux dire, dans les bonnes directions. Temps de force, c'est vraiment vachement bien. C'est que vous avez des pays qui n'ont pas du tout non plus nous parler de la Chine, nous parler d'autre chose. Il est clair que les analyses, c'est-à-dire que ce soit les statisticiens ou autres, globalement, sont là. Bon. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le troisième mouvement, qui est celui de la poussée technologique, capacité technologique, et on aurait raconté ce que tu dis là il y a 10 ans, on serait pas pour des fous. Maintenant, c'est. Voilà, demain on est en retard globalement là-dessus. Et donc ça, c'est en train de bouger. Juste pour vous dire, et vous donner quand même, et je peux dire que moi, ce qui m'a frappé dans toutes ces investigations qu'on fait, mon cercle là-dessus, c'est que les solutions, les trucs avancés, c'est pas tristement dans les grandes institutions, les ministères ou autres, mais sur lesquels ils sont encore complètement pris par le vent, ils hésitent, mais sur le terrain, on trouve des choses tout à fait exceptionnelles. Et puis moi je reviendrai sur ce que tu as dit, et d'ailleurs sur toute la tonalité de ce que tu présentais, c'est toujours positif. Regardez, c'est bon, c'était optimisé, un éclairage positif, un apport, comment est-ce qu'on peut améliorer. Et là, j'allais dire, c'est la grosse différence, notamment des approches américaines et particulièrement de Stanford. Moi, ce qui m'avait frappé, par exemple, chez Stanford, c'est en gros la deuxième ou troisième derrière John Hopkins en matière d'université, en matière de santé. C'est que, par exemple, quand ils font des études de cohorte longitudinale, ce qu'ils recherchent, chez nous, c'est parfait, ce sont les facteurs de santé. C'est-à-dire que ce soit sur les gens au travail ou que ce soit sur les gens chez eux, ce qui compte, et dans leurs analyses, c'est qu'est-ce qui fait que tel type de profil va vivre plus vieux, va vivre mieux en bonne santé, et ça, c'est leurs axes de recherche. Et ça, en France, c'est pour ça que je te posais cette question là tout à l'heure, c'est qu'on est en pathologie. Vous me direz, mon cher président, en France, alors, on parle pas du ministère de la Santé, mais on est plutôt le ministère des pathologies. C'est comment recenser les pathologies. Or, c'est au moins aussi important. Je trouve que la façon dont vous organisez les choses, là, c'est très positif, c'est ça. Pour moi, le seul mot de la fin et la conclusion, parce que sinon, on sera gueulé. Donc, pour moi, l'enjeu vraiment des technologies, c'est qu'elles puissent nous amener vers la prévention primaire. Comme je le dis, souvent, on éteint les feux parce que ça y est, il y a des mecs qui pètent de partout dans nos usines. Donc on fait du tertiaire, on essaie d'éteindre les flammes. Et les technologies sont là pour nous aider à aller vers de la proactivité plutôt que de la réactivité. Et si les solutions vont vers ce but-là, ça va être totalement louable, tout en étant cohérente avec le privacy, avec toutes ces choses-là. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir être accompagné, de pas en fait, comme je reprends l'image de l'exo, mais en fait de pouvoir avoir cette notion d'accompagnement, de culture qui permet de se dire ok, on peut se lancer sur un projet d'IA parce qu'en fait on a abordé l'ensemble, on sait quels sont nos objectifs et nos objectifs ils vont nous amener vers la prévention primaire, ce qui est le plus gros levier pour anticiper les maladies et les coûts qui en sont associés. C'est vrai que ça progresse de ce côté-là. Je veux dire, quand même de façon sensible, depuis une dizaine d'années, ça progresse de façon tout à fait intéressante. Alors, est-ce que vous avez, monsieur, question Jacques, alors, vous n'avez pas beaucoup de temps, parce que voilà. Oui. Est-ce que la force d'étude peut progresser pour être prédictive en disant j'ai une ligne agricole dans le village de Cajou. Je demande à des pilotes quelles sont les recommandations de base pour réussir correctement cette réunion. Est-ce qu'on en est là, en avancement possible, des
enseignements mais la conduite officielle. Alors, à l'heure actuelle, ça commence à arriver. Comment on peut avancer? Ouais. Voilà, ça commence à arriver, notamment avec des modèles qui permettent d'intégrer, donc faire de l'IA générative. Mais comme je le disais, ce qui va être important, c'est les indicateurs et ce qu'on veut prédire. Et c'est ça vraiment l'enjeu maintenant, c'est les modèles et quels vont être les indicateurs pertinents qu'on va faire rentrer, qu'on va faire ressortir de ces modèles-là. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va dire que l'IA générative va être le petit côté sympa qui va nous permettre de faire ressortir, de personnaliser nos rapports, etc., etc. Mais le vrai enjeu, il est sur qu'est-ce qu'on prend en entrée, qu'est-ce qu'on prend en sortie. Ouais, merci de souligner, parce que c'est vrai qu'en ce moment, l'attitude de ChatGPT, c'est bon, ben, finalement, l'IA va tout faire. Mais quel rêve, c'est juste pas possible, et c'est juste parce qu'on sera debout, en train d'agir, de mesurer et de mettre du jus de cerveau, que ça permettra d'avancer, sinon on va répéter normalement toujours la même chose. Bah, écoutez, voilà, je crois que... Vas-y, tu peux parler pendant que j'ai cette dernière. C'est bon en tout cas. Merci beaucoup de votre présence et j'espère que ça vous intéresse. Ah bon, super. Alors, juste dans les choses concrètes, si vous avez besoin de contact, voilà, mon nom, et je renverrai sur Pierre et sur le reste. Grâce à Jean-Loup qui est là, on aura le replay et les supports de Pierre et les autres disponibles le lendemain du 11 novembre. Hein, je ne veux pas y voir de symbole, mais en gros, voilà là. Et si jamais vous êtes là encore demain, on a dans le même esprit comment est-ce qu'on peut mobiliser des datas de terrain pour justement organiser des programmations. Voilà, écoutez, merci à vous, et vraiment sympa que vous ayez été là. Et replay pour bientôt, merci à nos gentils aides de la maison. À bientôt, merci. Bravo!